Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire de présentation des technos et expertise proposé pour le Hackatech. Donc pour rappel, le Hackatech, c'est un marathon d'innovation en sciences du numérique qui vise notamment à impulser des projets de start-up autour des technos et des expertises INRIA. Donc, la thématique du jour, c'est la communication par la lumière, ou VLC pour Visible Light Communication. Donc c'est Valéria Loscri de l'équipe Fun qui va nous présenter ce sujet. Et donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat pendant le webinaire. On y répondra, enfin Valéria y répondra à la fin. Valéria, je te laisse la parole pour cette présentation. Merci Maxence pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse aujourd'hui d'être parmi vous, même si virtuellement, pour présenter une technologie de communication sans fil sur laquelle je travaille depuis quelques années. Et c'est la technologie de communication par lumière visible ou Visible Light Communication. La technologie de communication VLC rentre dans la plus grande famille des optical communication qui comprend, comme vous pouvez voir, les communications qui se basent sur la fibre optique ou encore des communications qui se basent sur les lasers. Nous, on est intéressés au sein de l'équipe FAN à la VLC qui va se coloquer dans une portion du spectre bien précise. Donc, on va vraiment exploiter que la lumière visible. Et je vous donne juste quelques éléments pour comprendre un tout petit peu sur les principes sur lesquels se base la VLC. La VLC exploite la capacité de clignotage des modernes lampes ou LED. Donc, ça se base normalement sur l'exploitation des LED et sur le fait qu'on les fait clignoter à une fréquence très élevée, plus élevée bien sûr de la fréquence à laquelle les informations extérieures sont processées par le cerveau humain pour éviter bien sûr d'être embêté par voir le fait qu'une lumière peut s'allumer et éteindre. On arrive à coder vraiment l'information dans cette fréquence de clignotage. Donc, on va coder l'information qu'on peut coder en utilisant différents types de techniques de modulation, bien sûr. Mais le principe de base est vraiment celui-là. On va exploiter la fréquence des clignotages, on va coder l'information sur ça. Et donc, nous, on s'intéresse à la communication qui se base sur la lumière visible. Parce que, comme vous savez, surtout avec le développement de l'Internet des objets, on a des tonnes d'objets qui sont connectés entre eux et qui sont connectés à Internet. Et on a une demande toujours de plus en plus grande de services qui doivent être accompagnés par une utilisation plus large de la bande. Il faut que les communications soient sécurisées. Il faut que les communications surtout ne soient pas trop coûteuses et on demande de plus en plus une émission des données en data rate élevée. Et donc, c'est pour ça qu'on est toujours en train de chercher des solutions qui se basent sur des principes de communication différentes et qu'on a commencé à creuser un peu la Visible Light Communication parce qu'on peut regarder ce type de technologie de communication comme une communication green, dans le sens que
va s'appuyer bien certainement sur une infrastructure existante parce qu'on a l'illumination, on a vraiment déployé partout. Et on peut bien s'appuyer sur ça avec des petites modifications avec les circuits électroniques pour adapter l'infrastructure pour faire de la communication. L'infrastructure est déjà là. Et on a les lumières, surtout pour des environnements à l'intérieur, on a des lumières qui sont presque toujours allumées. Et donc, le fait de pouvoir réutiliser, exploiter cette lumière aussi pour la communication avec des data rates élevés, c'est vraiment très intéressant. Et surtout, on est sûr qu'on n'a pas d'impact au niveau de la santé humaine parce que la lumière est utilisée déjà partout et depuis longtemps. On a aussi d'autres raisons, d'autres motivations qui nous poussent à faire de recherche dans ce sens-là. Parce que si on regarde aux applications, on peut tout de suite voir qu'on a des contextes spécifiques où les communications sans fil qui se basent par exemple sur les Wi-Fi, des communications donc traditionnelles, ne peuvent pas être appliquées. Simplement, on ne peut pas les utiliser. Et je parle notamment d'un contexte comme les hôpitaux, où on ne peut pas utiliser le Wi-Fi parce que les ondes électromagnétiques dans les fréquences du Wi-Fi interfèrent avec les machines qu'on utilise et donc c'est simplement interdit. Par contre, dans ces contextes-là, on peut bien imaginer de pouvoir implémenter, déployer des communications sans fil qui se basent sur la VLC. Et même discours, on peut le tenir pour ce qui concerne les avions, où normalement on doit étendre les dispositifs connectés au Wi-Fi. Mais par contre, une communication qui se base sur l'exploitation de la lumière visible pourrait bien se tenir. Et en effet, il y a eu par exemple un projet européen qui a été financé pour réaliser des helmets pour les gens qui travaillent sur les avions pour faire en sorte qu'ils arrivent à se communiquer des audios, donc des communications de type multimédial à travers la lumière. Et on a étudié notamment dans ces projets européens les déploiements corrects qui optimisent la communication en termes de délai et en termes de taux des paquets qui arrivent correctement. Un autre contexte applicatif très intéressant où on peut déployer des communications qui se basent sur la VLC sont les underwater communications, c'est-à-dire la communication, par exemple, dans les océans ou dans les plages en général. Et là, c'est pour différentes raisons. Ce n'est pas simplement une question de safety, mais plus une question des problèmes liés à la propagation des signaux sensibles dans les Wi-Fi. Donc, simplement, les Wi-Fi sous l'eau ne marchent pas dû aux moyens de propagation, alors que des communications sensibles qui se basent sur la VLC se sont montrées vraiment très efficaces, effectives. Et donc, on envisage de pouvoir utiliser ce type de paradigme de communication pour faire de la surveillance, par exemple, du niveau de santé des océans, donc pour des applications de type environnemental.
Et la dernière application dont je vais vous parler est les contextes véhiculaires qui deviennent de plus en plus importants avec les concepts des véhicules autonomes et pas seulement aussi les véhicules électriques et autonomes. Parce que dans ces contextes-là, ça devient vraiment très importante aussi la consommation énergétique, l'impact énergétique. Et donc, ça devient encore plus intéressant de pouvoir implémenter, de pouvoir déployer des solutions qui peuvent être efficaces en termes d'impact énergétique comme la communication VLC. Parce qu'on va réutiliser ou mieux exploiter les phares, le feu rouge qui existent déjà et qui fonctionnent déjà. Et on va exploiter ça pour pouvoir envoyer des messages ou faire communiquer les véhicules entre eux. Et donc, c'est sur cette dernière application que je vais me concentrer, surtout parce que là, on a développé un projet qui s'appelle Lumicar. C'est un projet exploratoire dans les dispositifs Stimul, qui est un instrument de la région pour soutenir des projets avec un impact très élevé, un potentiel impact très élevé, mais aussi un risque très élevé. Et c'est un tout petit projet. Le consortium est constitué par RIA qui a coordonné, qui est en train de coordonner parce que c'est un projet qui va se terminer d'ici un mois, et l'université Gustave Eiffel qui a participé au projet en tant qu'expert des compatibilités électromagnétiques. Et les contextes de Lumicar est vraiment représenté par cette diapo où on peut voir que on peut avoir l'exigence d'envoyer différents types de messages, des messages qui ont une priorité très élevée en cas d'accident, par exemple pour communiquer aussi avec des points d'accès vers Internet, par exemple. Donc, pas seulement entre deux nœuds qui peuvent être des véhicules, mais aussi pouvoir renvoyer l'information dans l'Edge ou le cloud. Ou on peut encore imaginer des applications de type infotainment, donc s'envoyer de vidéos, de messages entre véhicules, ou recevoir des informations par des feux rouges sur des dangers éventuels, etc. Donc, c'est un cas d'application vraiment très riche dans ce sens-là parce qu'on peut envisager différents types de priorités pour différents types de données à envoyer. Et donc, pourquoi Lumicar est un projet avec un risque élevé? Parce que, en effet, en travaillant sur la VLC depuis quelques temps, on s'est aperçu que on a des problématiques liées à l'immunité électromagnétique. En effet, tout le monde qui travaille sur la VLC, une des motivations pour travailler sur la VLC a été depuis toujours le fait qu'il n'y a pas d'interférence de type électromagnétique avec d'autres nœuds qui communiquent par exemple en Bluetooth ou en Wi-Fi, alors que dans les Wi-Fi, on a ce type de problème. Sauf qu'en travaillant sur des prototypes des banques d'essais qu'on a développés au sein de l'équipe FAN, on s'est aperçu que finalement, on peut avoir de l'interférence électromagnétique aussi dans des bandes de fréquences qui sont plutôt éloignées par rapport à
aux fréquences de la lumière visible. Et c'est simplement lié au fait qu'on va produire les signaux et on va les traiter avec des dispositifs électroniques. Donc, on a des circuits qui créent des situations pour lesquelles on a une certaine interférence. Et ben, ça, c'est un concept plutôt nouveau dans les contextes de la VLC. Et pour pouvoir avoir un système qui fonctionne bien, on a besoin de caractériser vraiment tout l'environnement. Donc, l'interférence électromagnétique, comme je vous ai dit, mais aussi les bruits et l'interférence optique, comme par exemple l'effet du soleil ou l'effet de la présence d'autres types de lumières artificielles qui peuvent être déployées par exemple dans une pièce ou dans un bâtiment où on met en place un système de communication VLC. Et donc, nous, dans ces projets, c'est qu'on a fait, on est parti vraiment à faire la caractérisation de l'environnement. Et on s'est dit, on est bien conscient qu'on a un environnement qui peut être un peu hostile, un peu compliqué, parce qu'il y a tout ce type d'interférences, de bruit. Bon, ce n'est pas un concept nouveau pour des gens qui travaillent dans les systèmes de communication sensibles. Mais là, ce qui est nouveau et qu'il faut découvrir un peu la nature de ces différents types d'interférences. Et ce qu'on se dit est que, vu la grande variabilité de l'environnement, c'est que pourrait être intéressant d'essayer de trouver une manière de rendre le système auto-adaptatif. C'est-à-dire que il n'y a pas une solution unique qui marche bien pour toutes les conditions. Ça serait vraiment l'idéal, mais c'est pas comme ça fonctionne pas comme ça. Rien qu'une technique de modulation peut être plus adaptée pour une certaine situation de bruit, pour des applications à l'intérieur ou à l'extérieur, etc. Et donc, ce qu'on aimerait bien faire, et ce qu'on a essayé de faire, mais encore en train de travailler sur ces concepts-là, est la réalisation de systèmes adaptatifs, c'est-à-dire des systèmes qui, avec une approche software-defined, vont adapter certains paramètres du système pour le rendre le plus performant possible sur la base de ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, je vous raconte, mais tout brièvement, vraiment, qu'est-ce qu'on a fait et où on est arrivé en termes des solutions pour les trois différents types de problématiques qu'on a identifiées. Par exemple, pour l'interférence électromagnétique, c'est qu'on a fait, on s'est mis dans un environnement très contrôlé, on s'est mis à créer des bruits avec des puissances différentes, avec des polarisations d'antennes différentes et sur différentes fréquences pour voir qu'est-ce que ça donne en termes d'interférence sur notre système VLC. Donc là, vous pouvez voir, il y a un transmetteur, un émetteur et un récepteur, donc un système de communication tout simple. Et on a vu, justement, là, vous pouvez remarquer, il s'agit d'interférences créées par notre antenne. Donc, l'antenne va émettre à certaines fréquences, à certaines puissances, et on a des pics qui n'appartiennent pas à notre système. Et ça, c'est vraiment un problème parce que ce sont des fréquences surtout qu'on utilise par exemple pour écouter la radio. Donc, si jamais on va utiliser ça sur des véhicules, ça peut être vraiment problématique parce que simplement on n'arriverait plus à faire communiquer le nœud véhiculaire, les véhicules entre eux, si on va synchroniser sur ces fréquences-là. Et
Ça, c'est un banque d'essai, un prototype, désolé, qu'on a développé avec une start-up qui est localisée dans la région Hauts-de-France, qui s'appelle Luxonde, et qu'on a demandé de développer ensuite aux problématiques qu'on a identifiées pour essayer de mieux caractériser l'environnement à partir de ce point de vue. Et donc, on a commencé à travailler déjà avec une start-up qui n'était pas du tout experte dans les communications de type VLC, parce qu'ils sont experts en compatibilité électromagnétique. Mais on a pu faire un transfert de technologie. On est arrivé à avoir ces prototypes avec lesquels on a pu conduire d'autres types de mesures et caractériser encore mieux notre environnement. L'autre point, je vous ai parlé du bruit. Et des interférences. Et là, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails. Le seul message que je vais vous donner est qu'on a différents types d'interférences et différents types de bruits. Et il y a par exemple certains types de bruits que nous on arrive à caractériser en termes statistiques pour lesquels on peut faire quelque chose, dans le sens que quand on arrive à les caractériser d'un point de vue statistique et on voit qu'il y a une certaine régularité, donc il a un comportement plutôt régulier, alors on fait certaines opérations qui nous permettent ensuite de réduire ces bruits. Et donc, je veux simplement vous présenter l'effet que ça donne, toutes les opérations que j'ai mis à gauche, sur lesquelles je ne rentre pas, bien sûr, dans les détails. Les concepts, c'est exactement ce que je vous ai présenté, mais l'effet est très intéressant parce que, par exemple, si on regarde à la distance des 8 mètres, on peut voir que si on applique le filtrage, nous, on va baisser les taux d'erreur. Donc, ici, nous, on représente sur l'axe X, on va représenter les niveaux, l'intensité de l'interférence. Et ici, on représente un taux d'erreur. Et donc, nous, on est intéressé à baisser le plus possible les taux d'erreur. Et quand on applique le filtrage pour 8 mètres, par exemple, on voit que par rapport à la situation sans filtrage, on a une très belle distance parce que là, c'est le bleu sans filtrage et le noir avec le filtrage. Et donc, simplement en travaillant un peu sur les signaux, en les caractérisant un peu, parce que ce qu'on fait est simplement qu'on se mette un peu à l'écoute que du bruit, sans rien envoyer. Donc, on va perdre quelque chose, mais vraiment un tout petit en termes de temps, mais on l'a mesuré et c'est vraiment un tout peu de temps pour après obtenir des résultats très intéressants en termes de taux d'erreur. Ça signifie un système plus performant. Et les derniers points sur lesquels nous on travaille, c'est des systèmes adaptatifs. Et pour rendre le système adaptatif, nous on a besoin de pouvoir renvoyer au transmetteur, à l'émetteur, certaines informations à partir du récepteur. Donc c'est pour ça que quand je parle de système adaptatif, vous voyez ici un Proposed Full Duplex Architecture. Simplement parce que sur la base d'un canal de retour où on envoie très peu d'informations à partir du récepteur, par exemple les niveaux de bruit, en renvoyant en arrière à l'émetteur les niveaux de bruit, nous, on peut arriver à choisir, par exemple, une technique de modulation différente qui est plus adaptée à un niveau de bruit plus élevé. Et on arrive de cette façon à rendre le système adaptatif.
Là, encore une fois, c'est quelque chose que, comme vous voyez, on a mis un canal à 1,2 kilobits par seconde, donc ce n'est pas un canal qui doit être vraiment performant en termes de vitesse, parce qu'on envoie vraiment des informations, très peu d'informations qui sont les informations essentielles pour arriver à rendre le système adaptatif à répondre au mieux aux différentes conditions. Et c'est quelque chose qui est dans les contextes véhiculaires, mais un peu dans tous les contextes que je vous ai montrés, c'est vraiment important de pouvoir réaliser. Et ça, nous, on l'a réalisé, c'est quelque chose qu'on a implémenté en réalité. Et là, vous pouvez voir, c'est un peu le banc d'essai qu'on a mis en place dans un des bureaux chez INRIA Lille, dans notre équipe. Et ça représente vraiment la version réalisée de ce que j'ai présenté dans le schéma avant. Donc, je vais conclure en disant que bon, la VLC, c'est quelque chose qui commence vraiment à prendre pied, pas seulement au niveau de la communauté des recherches, parce que on parle de plus en plus des VLC pour l'intégrer dans la 6G. Je sais que ça peut sembler un peu étonnant parce qu'on n'a pas encore déployé la 5G, on parle déjà des 6G. Mais dans la 6G, on parle vraiment de l'inclusion, de l'intégration de la VLC, et parce qu'on a bien compris les grands potentiels que cette technologie, qu'on reconnaît vraiment comme une technologie green, peut avoir. Et vu qu'on a de plus en plus de technologies de communication sans fil qui sont énergivores, ça devient vraiment fondamental de pouvoir travailler sur des solutions qui sont plus économiques en termes surtout d'énergie, mais qu'on ne doit pas payer en termes de performance. Et donc, pour faire ça, je vous ai montré un peu ce que nous, on est en train de faire dans notre équipe, c'est-à-dire on a une approche de réduction du bruit, on travaille sur des systèmes de synchronisation, on travaille vraiment sur tous des aspects qui peuvent rendre les systèmes adaptative, parce que c'est vraiment dans l'esprit de l'équipe. Nous, on travaille sur des Self-Organizing Future Ubiquitous Network, donc on travaille avec des dispositifs qui soient capables de s'auto-adapter à chaque fois aux différentes conditions ou aux différentes requêtes des utilisateurs. Et donc, c'est un peu tout pour ce qui concerne les activités et la VLC. Et je suis vraiment contente de pouvoir répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Merci. Merci beaucoup, Valéria. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On en a une première. C'est par rapport au tout début de la présentation où on nous demande quelle est la portée sous-marine lorsqu'on veut utiliser la VLC dans des applications sous l'eau, ou jusqu'à quelle portée on arrive à transmettre des messages via la lumière. Alors là, dépend vraiment de l'environnement, du type d'eau, parce que nous, on a, pour le moment, c'est une activité qu'on vient de démarrer, et on a identifié au moins 4 types d'eau différentes. Et quand on a de l'eau qui est vraiment pas claire, je ne sais pas vraiment comment l'exprimer en français ça, mais quand on travaille avec de l'eau qui n'est pas claire, on arrive à quelques mètres. Et donc, il faut pouvoir travailler encore. On a beaucoup de travail à faire sur ça. Alors que quand on a de l'eau claire, selon le type d'équipement qu'on met en place, avec plusieurs LED qui travaillent en array, on peut arriver à plusieurs mètres. Ok, ça marche. Moi, j'avais une question aussi sur l'architecture full duplex que tu as présentée à la fin. Donc, tu disais que vous arriviez quasiment à avoir du temps réel, enfin une adaptation en temps réel selon le bruit. Mais est-ce que ça marche aussi si le bruit fluctue énormément
Est-ce que vous arrivez à vous adapter vraiment, enfin à conserver du temps quasi réel, même s'il y a une forte variation dans le bruit? Avec une forte variation dans les bruits, c'est encore compliqué aujourd'hui pour nous. Si on a des pics qui sont vraiment élevés et qui arrivent à interférer fort le signal de communication, on n'arrive pas à pouvoir communiquer. D'accord. Ça marche. Et par exemple, du coup, cette architecture-là, tu l'imaginerais être utilisée dans quel domaine, enfin, dans quel type d'application ça pourrait être adapté d'utiliser ces systèmes adaptatifs? J'imagine dans un environnement justement où il y a pas mal de bruit et qu'il faut compenser. Alors là, nous, on l'a développé pour l'adapter aux communications véhiculaires parce que c'est dans les contextes du projet qu'on a travaillé sur ça. Et dans ces contextes véhiculaires, on a vraiment besoin de pouvoir adapter la puissance déjà parce que si les voitures sont trop proches l'un avec l'autre, on peut avoir des problèmes que normalement on n'a pas forcément avec le Wi-Fi, c'est-à-dire des problèmes de saturation. Des problèmes de saturation, ça signifie que la puissance est vraiment trop élevée, même si on n'a pas de forte interférence, on peut avoir que le signal, l'émetteur émette à une puissance trop élevée. Et donc, on a besoin de réduire un peu la puissance pour faire en sorte que le système travaille bien dans une région linéaire. Parce que quand on a une saturation trop forte, on risque de rentrer dans des régions non linéaires. Donc, on a des comportements un peu bizarres du système. Le système ne se comporte pas vraiment comme on peut l'imaginer, comme on l'a implémenté. Et donc, c'est vraiment très important d'éviter de rentrer dans la phase de saturation et vu que les voitures s'approchent, s'éloignent, ça, c'est quelque chose de très important à prendre en considération. Après, ce qu'on a établi là, c'est aussi la possibilité d'adapter des techniques de modulation différentes parce qu'on a des techniques qui sont par exemple plus robustes, mais sont un peu plus lentes, et d'autres techniques qui sont à une vitesse plus élevée, mais sont moins robustes. Et donc, selon les types de messages, dans les cas encore véhiculaires, selon les types de messages, on peut avoir par exemple l'urgence d'envoyer. Il faut bien choisir la technique de modulation plus adaptée en fonction aussi de l'environnement. Être sûr, par exemple, que les messages arrivent à destination. Et du coup, comment vous faites pour faire ce choix de technique de modulation selon le type de message? Enfin, c'est implémenté dans le message, le type? Alors là, on peut envisager, pour le moment, nous, les points plus importants, c'était de mettre en œuvre quelque chose qui marche dans la réalité. Et donc, on a implémenté le système et ce qu'on a fait, on a considéré au niveau du transmetteur des tables avec les caractéristiques des techniques de modulation. Et on s'est dit, quand il y a les bruits, par exemple, qui est au-dessus d'une certaine valeur seuil, il faut que tu choisisses cet autre type de technique de modulation. Bien sûr, une fois qu'un système comme ça fonctionne, marche, qu'on l'a pu démontrer, on peut mettre en place des logiques plus compliquées qui se basent par exemple sur des approches machine learning aussi, pour faire en sorte d'avoir des comportements un peu plus complexes. D'accord. On a une autre question dans le chat. Est-ce que les aérosols liquides ou solides qui sont en suspension dans l'air peuvent interférer avec la VLC? Alors là, je ne peux pas dire non parce qu'on ne l'a pas vraiment démontré. Bien sûr, il y a un peu, comment ça se dit, les signaux, il est un peu amortissé par
par des choses qui sont suspendues dans l'air. Mais on n'a pas des effets si importants qu'on peut avoir, par exemple, à des fréquences élevées comme les millimeter wave ou terahertz, où ces suspensions peuvent être prohibitives pour ce type de fréquences. Là, on n'a pas ce macro-effet. D'accord. Merci beaucoup Valéria pour la présentation, c'était super intéressant. Et à très bientôt. Merci. Bonne journée, au revoir.